Alors, merci Clément. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir, une fois de plus, d'être ici avec vous. Donc, je vais vous parler des conséquences expérimentales du Big Bang. On va voir un petit peu ce que ça veut dire à mesure. Mais le Big Bang, bien sûr, à peu près tout le monde a eu une idée plus ou moins précise de ce que ça peut être. En fait, le Big Bang, c'est une théorie selon laquelle l'univers vient essentiellement d'une immense explosion, ou à tout le moins d'un état où toute la matière était concentrée dans un très très petit volume. Très très petit volume, ça veut dire là beaucoup plus petit qu'un millimètre cube. Alors donc, c'est une hypothèse qui semble un petit peu surprenante à première vue. On va voir justement à mesure qu'on avance quelles sont les justifications de cette hypothèse-là. Le concept de Big Bang, ça vient essentiellement de Georges Lemaître, l'abbé Georges Lemaître, un astronome belge de la première moitié du 20e siècle. Donc le concept est venu autour de 1930. Le nom du Big Bang, lui par contre, a été proposé vers 1950 par l'astrophysicien Fred Hoyle, l'astrophysicien britannique Fred Hoyle, et il l'a proposé de manière un petit peu dérisoire parce que Fred Hoyle était un opposant du Big Bang. C'était un de ceux qui ne croyaient pas à la théorie du Big Bang et il a donné ce nom-là un petit peu par dérision, mais finalement, le nom est venu à caractériser vraiment la théorie contemporaine. C'est un petit peu comme l'Obamacare qui avait été donné par dérision, mais finalement, Obama lui-même aime bien l'appellation. Alors donc, le Big Bang, à l'origine, donc, comme je dis, c'est une hypothèse. Une hypothèse à laquelle s'en sont greffées d'autres, comme on va le voir, en particulier une qu'on appelle l'inflation. C'est une hypothèse aussi qui a eu, avec le temps, différents niveaux de confirmation, ou en tout cas qui a vu différentes mesures expérimentales qui allaient dans le sens de ces prédictions. Et effectivement, à mesure que la théorie du Big Bang s'est développée, il y a eu comme un jeu dialectique, là, pour employer un terme philosophiquement chargé, un jeu dialectique entre théorie et expérience, la théorie étant développée par de nouvelles expériences et les expériences confirmant, ou en tout cas modifiant certains aspects de la théorie. Alors, je vais essayer de vous faire part brièvement, donc, dans ces 45 minutes-là, de ce jeu entre théorie et expérience, entre hypothèse et vérification, en y allant largement par un développement historique du sujet. Bien sûr, la théorie du Big Bang, elle répond à une question elle donne une certaine forme de réponse, en tout cas, à une question que les humains se posent depuis toujours. D'où venons-nous? Qu'est-ce qui est à l'origine du monde? Alors, c'est en quelque sorte la réponse scientifique la réponse que la science donne présentement, qui est encore en voie de développement. Alors, c'est à chacun de voir jusqu'à quel point cette réponse-là peut être satisfaisante pour soi-même. Alors, avant d'arriver au Big Bang lui-même, je vais commencer beaucoup plus tôt pour mettre les choses en contexte. L'univers d'avant le 20e siècle, c'était la conception de l'univers qu'on avait avant le 20e siècle, s'était développée depuis plusieurs siècles. Essentiellement, là, depuis l'hypothèse héliocentrique de Copernic, c'est-à-dire au milieu du 16e siècle. Donc, Copernic propose que le Soleil se trouve au centre du monde et que la Terre tourne autour du Soleil, contrairement à ce que les anciens et les astronomes du Moyen-Âge croyaient, là, à très peu d'exceptions près. Alors donc, la théorie héliocentrique est proposée par Copernic, elle est largement développée, ou en tout cas défendue par Galilée, et elle va être acceptée donc par les astronomes assez rapidement, là, en tout cas au milieu du 17e siècle. La plupart des astronomes, à tout le moins, sont convaincus de l'héliocentrisme.
la théorie héliocentrique a eu une conséquence expérimentale immédiate. C'est que, à partir du moment où on l'accepte, l'univers est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait avant. Pourquoi? Ben, parce que chez les anciens, chez les Grecs par exemple, on croyait que les étoiles, les planètes et le Soleil étaient toutes à des distances plus ou moins comparables. Bon, on pensait que les étoiles étaient un peu plus loin que les planètes, mais pas beaucoup plus loin que les planètes. Or, à partir du moment où on devient héliocentrique, on ne peut plus maintenir ça. Pour la raison que, étant donné que la Terre, au fil d'une année, tourne autour du Soleil, donc change de position, bien, du point de vue de la Terre, on voit les étoiles d'une différente perspective. Je ne me déplacerai pas là, parce que je suis devant la caméra, mais supposons justement que je me levais et que je me déplaçais vers ma gauche, tout en vous regardant, bien, je verrais que les visages en arrière n'ont plus la même perspective par rapport aux visages d'en avant, parce que je change de point de vue par rapport à vous. Alors, c'est ça qui se passe à partir du moment où on croit que la Terre tourne autour du Soleil. C'est-à-dire, donc, qu'au fil de l'année, en étant emporté par le mouvement de la Terre, on change de point de vue et on devrait donc voir un effet de perspective dans les étoiles, c'est-à-dire voir que les étoiles se déplacent, si vous voulez, relativement les unes aux autres. Or, on ne voit pas ça, certainement pas à l'œil nu en tout cas, et toutes les observations qui sont faites à l'époque de Copernic sont faites à l'œil nu. Alors donc, étant donné qu'on ne voit pas du tout cet effet de perspective des étoiles, la conclusion, c'est que les étoiles sont beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Quand je dis beaucoup plus loin, c'est probablement 10 fois ou 100 fois plus loin au moins que ce qu'on pensait. Et donc, l'univers semble nettement plus grand que ce que l'on croyait. Bon. Au XVIIe siècle, donc le siècle après Copernic, le télescope est inventé. En fait, c'est Galilée qui, le premier, dirige le télescope vers le ciel. Et le télescope est inventé et rapidement, le télescope est perfectionné. C'est-à-dire qu'à mesure que les années passent, que les décennies passent, on fait des télescopes de plus en plus puissants, donc avec un pouvoir grossissant de meilleur et meilleur. À mesure qu'on utilise ces télescopes-là, on voit justement de plus en plus d'étoiles. C'est-à-dire que plus on a de bons télescopes, plus on voit d'étoiles. C'est-à-dire qu'autrement dit, des étoiles qui n'étaient pas suffisamment brillantes pour qu'on les voie à l'œil nu, on les voit au télescope, et des étoiles qui n'étaient pas suffisamment brillantes pour qu'on les voie avec un télescope faible, on les voit avec un télescope plus fort. Alors donc, plus on regarde loin, plus on semble voir d'étoiles. Alors donc, justement, l'univers, ou en tout cas, oui, l'univers semble être de plus en plus grand à mesure qu'on l'observe. Et effectivement, c'est autour des années 1830 qu'on va pour la première fois, donc observer cet effet de parallaxe dont je vous ai parlé et qu'on ne pouvait pas observer à l'œil nu au temps de Copernic. Dans les années 1830, on a des télescopes suffisamment puissants pour voir au fil du mouvement annuel de la Terre autour du Soleil que certaines étoiles se déplacent légèrement par rapport à d'autres. Quand je dis légèrement, c'est très légèrement. C'est pas beaucoup plus qu'une seconde d'arc. C'est très très petit, c'est une seconde d'arc. Mais avec de bons télescopes, on est capable de voir que certaines étoiles se déplacent, semblent se déplacer, on est fait de perspective de se déplacer au fil de l'année. Alors ça permet d'avoir une idée de la distance de ces étoiles-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît assez bien le diamètre de l'orbite terrestre, et à partir du moment où on est capable de mesurer ce déplacement apparent de certaines étoiles, c'est la simple trigonométrie pour conclure quelle doit être la distance de ces étoiles-là. Et on s'aperçoit justement que les étoiles, on n'utilise pas encore ce terme-là, mais que les distances des étoiles se mesurent au moins en années-lumière. Alors, une année-lumière, là, c'est 10 000 fois plus grand, au moins, que les dimensions du système solaire. Alors donc, même les étoiles les plus proches sont extrêmement éloignées. Ce qu'on s'aperçoit également aussi, c'est que, vu qu'on connaît maintenant la distance de certaines étoiles, puis qu'on connaît leur luminosité apparente, on est capable de déduire leur luminosité absolue.
Et en déduisant leur luminosité absolue, ce dont on se rend compte, c'est que les étoiles, en fait, sont, grosso modo, chacune aussi lumineuses que le Soleil. C'est-à-dire donc que les étoiles, finalement, ce ne sont pas simplement de petites étincelles dans le ciel, mais chaque étoile est un peu comme un Soleil qui a une luminosité comparable, parfois même supérieure, donc à notre propre Soleil. Alors donc, tout ça, ça se développe, et ce qui fait que vers la fin du 19e siècle, pendant tout le 19e siècle, mettons, la vision qu'on a de l'univers, c'est un univers qui est immense, en tout cas très grand, peut-être infini, et qui est peuplé d'un très très grand nombre d'étoiles qui sont plus ou moins semblables à notre Soleil. La vision qu'on a, cependant, c'est également celle d'un univers statique, parce qu'au 19e siècle, il n'y a rien qui, dans l'univers, semble changer de façon importante. Alors donc, c'est sûr que bon, les planètes tournent autour du Soleil, certaines étoiles ont des mouvements un peu les unes par rapport aux autres, mais il semble y avoir, grosso modo, un état de l'univers qui est largement donc statique. Alors ça, c'est la vision qu'on a de l'univers fin du 19e siècle. Et pour dernière remarque aussi, c'est qu'on n'a pas encore le concept qu'on a aujourd'hui de galaxie. Fin du 19e siècle, on connaît ce qu'on appelle certaines nébuleuses, comme la nébuleuse d'Andromède, mais on pense que c'est un objet qui n'est pas particulièrement différent de certains amas d'étoiles qui sont plus proches. Alors donc, il n'y a pas la notion de galaxie là, comme des immenses amas d'étoiles séparés les uns des autres. Ça n'existe pas jusqu'à la fin du 19e siècle. Bon, alors donc, ça c'est un peu la situation en 1900. Qu'est-ce qui va changer au 20e siècle? Ben, je dirais la première chose qui change de façon majeure, c'est une avancée théorique, mais ça va avoir des conséquences importantes en cosmologie. C'est le développement en 1915 de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Alors donc en 1915, ça va faire 100 ans l'an prochain. Ça va être fêté d'ailleurs à différents endroits. En 1915, donc, Einstein développe la théorie de la relativité générale. Et la théorie de la relativité générale, c'est essentiellement une théorie de la gravité. Alors, c'est une théorie de la force gravitationnelle. C'est une théorie différente de celle de Newton. Vous connaissez tous la théorie gravitationnelle de Newton, selon laquelle toutes les masses s'attirent proportionnellement à l'intensité des masses et inversement proportionnellement au carré de leur distance. Et Einstein propose une théorie différente, une théorie qui n'est empiriquement pas très différente de celle de Newton à l'intérieur du système solaire, mais qui peut avoir des différences assez marquées si on l'applique à l'univers entier. Et c'est justement ce que l'on va faire dans les années suivantes. On va s'apercevoir que, étant donné qu'on a cette théorie de la gravité-là, et que la principale force qui s'exerce à grande échelle dans l'univers, c'est la gravité, et on va justement faire utiliser la théorie de la relativité générale d'Einstein pour justement mieux comprendre la structure à grande échelle de l'univers. Bon, un des premiers qui fait ça, c'est Einstein lui-même en 1917, donc 2 ans après avoir donné les équations de la théorie. Et en 1917, alors Einstein justement veut voir le premier si sa théorie de la gravité peut bien s'appliquer à l'univers tel qu'on le connaît. Et l'univers tel qu'on le connaît, rappelons-nous, c'est un univers, semble-t-il, statique. Alors donc Einstein cherche des solutions à ces équations du champ gravitationnel qui décrirait un univers statique. En fait, il va en trouver, mais il va en trouver en ajoutant ce qu'on appelle un terme supplémentaire dans ses équations, un terme qui est permis par les principes généraux qui lui avaient permis qui l'avaient amené à déduire ces équations, un terme qu'on appelle la constante cosmologique. On va la voir revenir tantôt, là, mais c'est simplement, comment je dirais, c'est que les équations du champ gravitationnel d'Einstein ont
différents termes, c'est-à-dire les équations disent que telle chose est égale à telle chose. On peut justement, je dirais, sans briser toutes les symétries qui avaient donné lieu au développement de ces équations-là, ajouter un terme supplémentaire avec un coefficient qui n'est pas déterminé par la théorie, c'est-à-dire un coefficient qui peut prendre au niveau de la théorie n'importe quelle valeur, mais qui pourrait être justement déterminé par les conditions expérimentales concrètes de l'univers. Alors Einstein, ce qu'Einstein trouve, c'est qu'en ajoutant ce terme-là avec une constante cosmologique, et si cette constante-là a une certaine valeur, bien, sa théorie a une solution ou des solutions qui représentent un univers statique. Alors donc, il est assez content de ça. Donc, sa théorie peut décrire l'univers comme on le connaît à son époque. Par contre, un petit peu plus tard, en 1922, effectivement, il y a un astronome russe qui s'appelle Alexandre Friedmann qui, lui, réexamine de nouveau les équations d'Einstein et lui montre que si on n'ajoute pas cette fameuse constante cosmologique-là, les équations d'Einstein ont des solutions qui représentent un univers en expansion. C'est-à-dire donc un univers qui n'est pas du tout statique, mais qui, justement, s'agrandit avec le temps. Pardon. Alors donc, on a cette solution-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour le moment, on ne voit pas très bien quelle pourrait être son application, mais c'est certainement le cas. Donc, Friedmann, au début, Einstein croyait que la solution était incorrecte, mais rapidement, il s'aperçoit que oui, que les calculs de Friedmann sont corrects. Et donc, sa théorie peut aussi, d'une certaine manière, représenter un univers en expansion. Mais Einstein lui-même se dit, c'est certainement une solution qui n'a pas beaucoup d'avenir parce que, en tout cas, tout le monde pense que l'univers est statique. Je vais quand même vous dire un petit mot sur cette solution-là de Friedmann, parce qu'on va voir à y revenir. Quand on dit qu'un univers est en expansion, ça ne veut pas dire que les objets bougent localement. Vous avez peut-être déjà entendu l'analogie du ballon, là. Imaginez-vous qu'on a un ballon sur lequel on place ou on trace des points noirs partout sur le ballon. Et supposons que l'univers spatial, là, que c'est la surface de ce ballon-là. Supposons qu'on ait un univers bidimensionnel qui est donné exclusivement par la surface du ballon. Alors, vous avez des points à la surface du ballon, et supposons que le ballon se gonfle. Alors, si le ballon se gonfle, manifestement, la distance entre les points va changer, va s'agrandir, sans qu'aucun point ne change d'endroit sur la surface du ballon. Alors donc, tous les points qui sont tracés à la surface du ballon restent au même endroit sur la surface, donc ils ne bougent pas localement, mais pourtant, la distance d'un point à l'autre change. Alors, c'est un peu ça qui est la solution de Friedmann, sauf que la solution de Friedmann, c'est pas un univers bidimensionnel, c'est un univers spatial tridimensionnel, mais cet univers spatial-là, il s'agrandit sans que, localement, rien ne bouge véritablement. Il s'agrandit parce que la théorie d'Einstein, c'est une théorie de la métrique de l'espace-temps, et ce sont les relations métriques qui changent avec le temps, qui changent dynamiquement, et non pas la position locale des objets. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Bon. Donc, où on en est, c'est qu'on sait, donc, en 1922, que les équations d'Einstein ont à la fois des solutions statiques et des solutions représentant un univers en expansion. Dans les années suivantes, on va faire des mesures de plus en plus précises des distances des différentes étoiles, et en particulier des galaxies. Parce que là, on s'aperçoit, justement, que dans des nébuleuses comme la nébuleuse d'Andromède, cette nébuleuse-là est beaucoup, beaucoup plus loin que n'importe quelle étoile qu'on observe dans la Voie lactée. La Voie lactée, c'est notre galaxie. Alors, on s'aperçoit donc que la Voie lactée constitue un amas d'étoiles, mais qu'il y a d'autres amas d'étoiles de même nature qui sont beaucoup plus éloignés. Alors, un de ceux qui va vraiment mesurer ces distances-là, c'est l'astronome américain Edwin Hubble, avec le télescope du Mont Wilson.
Et donc, Hubble réussit à mesurer les distances des galaxies. La façon dont il mesure essentiellement, c'est que c'est essentiellement à partir de certaines étoiles qu'on appelle des céphéides, des étoiles qui ont une luminosité assez standard. Alors donc, en mesurant la luminosité apparente de céphéides dans différentes galaxies, il est capable de déduire leur luminosité absolue et donc leur distance. Alors donc, Hubble réussit à mesurer assez bien, bon, quand je dis assez bien, c'est pas encore une précision énorme, mais relativement bien la distance d'un certain nombre de galaxies. Et Hubble et d'autres sont également capables de mesurer la vitesse relative des galaxies par rapport à nous. C'est-à-dire, donc, ils sont capables de mesurer si les galaxies sont immobiles par rapport à nous, ou si elles s'approchent, ou si elles s'éloignent. Et là, ce dont Hubble va s'apercevoir, et ce dont aussi va s'apercevoir Georges Lemaître, c'est qu'il y a une relation, une corrélation assez nette entre la distance des galaxies et leur vitesse. Et une corrélation qui est même essentiellement linéaire, c'est-à-dire que, globalement, les galaxies éloignées de nous ont tendance à s'éloigner davantage. Les galaxies loin de nous ont tendance à s'éloigner de nous davantage et elles s'éloignent à une vitesse qui est grosso modo proportionnelle à leur distance. Donc, si vous avez une galaxie qui est 2 fois plus éloignée qu'une autre, bien, grosso modo, elle s'éloigne de nous à une vitesse qui est à peu près 2 fois plus grande que l'autre. Alors, à partir de ça, donc on s'aperçoit, Hubble et Lemaître, essentiellement, assez indépendamment, s'aperçoivent que l'univers est en expansion, donc que ça rencontre, semble-t-il, davantage la solution de Friedman que celle d'Einstein. Donc que l'univers est en expansion et que cette expansion-là est faite à une vitesse proportionnelle à la distance. Alors, quelque chose qui, quand il y a quelque chose, des choses s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à la distance, automatiquement, il nous vient un peu l'idée d'une explosion, parce que c'est ça qui se passe quand on a une explosion. Supposons que j'ai une explosion à un certain endroit, c'est clair que les objets qui vont les plus loin sont ceux qui sont partis avec la plus grande vitesse. Et essentiellement, donc, si on néglige des choses comme la résistance de l'air et tout ça, plus un objet a été projeté à grande vitesse dans l'explosion, plus il va aller loin, et la distance qu'il va franchir va être grosso modo proportionnelle à la vitesse qu'il avait au départ. Alors donc, l'idée que, pardon, l'observation que la vitesse des galaxies est proportionnelle à leur distance, ça amène justement Lemaître et d'autres à penser que l'univers, à l'origine, vient d'une grande explosion. Alors c'est ça qui est donc l'origine de l'hypothèse du Big Bang. L'hypothèse du Big Bang, c'est, si vous voulez, la façon la plus simple d'expliquer la relation linéaire entre la vitesse des galaxies et leur distance, la vitesse d'éloignement des galaxies et leur distance. Alors donc, le Big Bang, en ce sens, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui cherche à expliquer un phénomène, mais qui est quand même, qui est quand même assez ingénieuse. Ce qu'on va voir, maintenant, c'est que dans les années, dans les décennies qui vont suivre, l'hypothèse du Big Bang va avoir justement d'autres conséquences qui vont pouvoir être confrontées à l'expérience, donc d'autres conséquences observables. Alors, comment ça se passe? Ça se passe d'abord qu'il faut noter que dans les années 1930 et 1940, on a développé, on a beaucoup mieux compris la structure de la matière et en particulier la structure des noyaux atomiques. Vous savez que les atomes sont faits d'un noyau et d'électrons, grosso modo, qui tournent autour du noyau, là, et que les noyaux eux-mêmes sont faits de 2 types de particules qu'on appelle les protons et les neutrons. Bon, alors, protons, neutrons, électrons, tout ça, c'était découvert et assez bien connu en 1940. Et en 1940, donc, on a commencé à avoir une théorie relativement bonne, donc,
de la constitution des noyaux atomiques. Et là, il y a deux astronomes qui s'appellent George Gamow et Alvin Alpher qui ont essentiellement se sont rendus compte que si on avait un Big Bang, comme le maître et Hubble le proposaient, donc si on avait si on savait que l'univers vient d'une explosion, ou en tout cas d'un moment où il était extrêmement petit, à partir duquel il s'est beaucoup agrandi, bien, ils se sont aperçus aussi que, à mesure que l'univers grandissait, l'énergie moyenne des particules diminuerait, la température de l'univers diminuerait. C'est-à-dire donc que le Big Bang, cette explosion-là, elle s'est faite à une énorme température et avec des énergies énormes de toutes les particules. Et à mesure que ces particules-là, que tout ce qui constitue l'univers s'est étendu, tranquillement, l'énergie moyenne des particules allait en diminuant et la température moyenne de l'univers allait en diminuant aussi. Alors, dans ce que Gamow et Alpher s'aperçoivent, c'est que au tout début de l'univers, dans les premières fractions de seconde, l'énergie de toutes les particules qui existent est beaucoup trop grande pour pouvoir former des noyaux atomiques stables et encore moins des atomes stables. Pour pouvoir former des noyaux atomiques stables, il ne faut pas que les particules qui forment le noyau aient une trop grande énergie parce que sinon elles vont quitter le noyau. Alors donc, essentiellement, les énergies des protons et de neutrons dans les noyaux, là, ça se mesure dans ce qu'on appelle une unité qu'on appelle des méga-électronvolts. Je ne suis pas nécessaire de trop savoir ce que c'est. Gardons le terme en tête. Donc, ça se mesure en méga-électronvolts. Et Alpher et Gamow s'aperçoivent que, donc, dans l'évolution du Big Bang, c'est après quelques minutes après le Big Bang que l'énergie moyenne des particules est de l'ordre de méga-électronvolts. Donc, après quelques minutes après le Big Bang, les protons et les neutrons peuvent former des noyaux atomiques stables sans qu'ils aient suffisamment d'énergie pour en sortir. Beaucoup, beaucoup plus tard, on va pouvoir former des atomes stables aussi, c'est-à-dire que les noyaux vont pouvoir s'entourer d'électrons. C'est beaucoup plus tard parce que les énergies des électrons dans les atomes, en tout cas les électrons extérieurs, c'est de l'ordre de électronvolts. Donc, c'est 1 million de fois plus petit que les énergies nucléaires. Alors donc, ça va prendre plusieurs centaines de milliers d'années avant que l'énergie moyenne des particules issues du Big Bang soit inférieure à des électronvolts et donc que des atomes stables puissent se former. Alors, donc, Alpher et Gamow font une théorie là-dessus et ils pensent même qu'ils peuvent expliquer tous les noyaux atomiques de cette manière-là. En réalité, on va s'apercevoir quelques années après que ce n'est pas le cas, qu'en pratique, ce ne sont que les noyaux les plus légers, spécifiquement l'hydrogène, l'hélium et le lithium, qui peuvent être formés dans les premières minutes du Big Bang, tous les autres noyaux ayant été formés là, longtemps après, quand les premières étoiles se sont constituées. Mais donc, le fait est cependant que la théorie du Big Bang, donc, permet de comprendre assez bien, au moins, comment les noyaux atomiques les plus lourds, je répète, hydrogène, hélium, lithium, peuvent se former dans les toutes premières minutes de l'univers. Mais ce que Alpher et Gamow prédisent cependant, Alpher et Gamow disent, quand les électrons n'auront plus assez d'énergie pour que les particules autour, par exemple les particules de lumière, les photons, puissent les faire sortir de leurs atomes, puissent les exciter de leurs atomes. Quand les électrons n'auront plus suffisamment d'énergie, donc auront des énergies inférieures à des électronvolts, tous les photons vont automatiquement cesser d'interagir avec eux à toute fin pratique parce qu'ils ne seront plus capables de les faire sortir des atomes. Alors à ce moment-là, Alpher et Gamow, toujours, disent que le rayonnement, à un certain moment, donc après le Big Bang, assez longtemps après le Big Bang, le rayonnement est complètement découplé des électrons et des atomes et peut se
diffusé dans l'univers de façon indépendante. Alors ça, ils prédisent que ça s'est passé plusieurs centaines de milliers d'années après le Big Bang. Spécifiquement, aujourd'hui, on pense 380 000 ans après le Big Bang. Mais ce qui est important surtout, c'est que toutes ces particules de lumière-là, qui sont des particules de lumière à l'époque, des photons, c'est-à-dire qui ont des longueurs d'onde visibles, bien, étant donné que l'univers continue à être en expansion, tranquillement, ces particules-là vont perdre de l'énergie, de sorte que, aujourd'hui, selon Gamow et Alpher, ces particules-là devraient être des micro-ondes, c'est-à-dire devraient avoir les longueurs d'onde des micro-ondes beaucoup plus grandes que les longueurs d'onde de la lumière, et donc des fréquences beaucoup plus petites et des énergies beaucoup plus petites que celles de la lumière. Alors, Alpher et Gamow prédisent, dans les années 1940, qu'il y a partout dans l'univers un rayonnement à des fréquences micro-ondes qui devraient être observables. Pour le moment, on n'observe rien de ça et la prédiction s'oublie un petit peu, en tout cas hors des milieux de l'astrophysique. En 1965, par contre, de façon un peu par hasard, deux radioastronomes, Penzias et Wilson, vont observer ce rayonnement micro-ondes-là. C'est-à-dire, essentiellement, ce sont des astronomes qui font des études du rayonnement micro-ondes de différentes étoiles et s'aperçoivent qu'il y a une espèce de bruit de fond dans leur appareil qu'ils ne sont pas capables d'expliquer et se rendent compte soudainement que ce bruit de fond-là, c'est probablement le rayonnement qui se situe partout dans l'univers et que Alpher et Gamow prédisent. Alors ça automatiquement, c'est interprété comme une confirmation majeure de la théorie du Big Bang. Parce que la théorie du Big Bang a prédit l'existence de ce rayonnement-là, et ce rayonnement-là est effectivement observé en 1965. Une autre confirmation importante à cette époque-là, c'est que dans la théorie de la nucléosynthèse, donc dans la théorie d'Alpher et Gamow, qui va être améliorée un peu par ceux qui les suivent, qui réussit à expliquer la formation d'hydrogène et d'hélium, la théorie prédit qu'il devrait y avoir, dans les premières minutes de l'univers, environ 75% de la matière qui est formée sous la forme d'hydrogène et 25% sous la forme d'hélium, et une fraction de 1% sous la forme de lithium. Ça, c'est une prédiction qui est également, à partir des années 60, qui peut être soumise à des mesures. Ce n'est pas facile de mesurer ça parce qu'il y a de l'hélium qui s'est également produit depuis le Big Bang, essentiellement dans les étoiles. Les étoiles tirent leur énergie en partie parce qu'elles brûlent de l'hydrogène pour en faire de l'hélium. Mais malgré tout, on réussit à estimer, en tout cas de certaines manières, les concentrations initiales d'hélium et d'hydrogène peu après le Big Bang, et on s'aperçoit que c'est relativement cohérent avec la prédiction que la théorie de la nucléosynthèse fait. Alors donc, on se retrouve donc dans les années 60 avec une théorie du Big Bang qui était à l'origine proposée simplement pour expliquer la relation linéaire entre la vitesse d'éloignement des galaxies et leur distance, mais qui maintenant explique en plus l'existence du rayonnement micro-ondes et la proportion quantitative d'hydrogène et d'hélium dans l'univers. Bon. Je pense à l'hypothèse suivante, là, qui est beaucoup plus... oui, 10 minutes, c'est bon. Je vais être assez bref là-dessus, on pourra en parler à la période de questions. Mais dans les années 70, la théorie du Big Bang a posé deux problèmes quand même assez significatifs dont on ne voyait pas trop comment les contourner. Là. Un des problèmes, c'est que c'est essentiellement ce qu'on appelle l'isotropie de l'univers ou l'isotropie aussi du rayonnement micro-ondes. L'isotropie de l'univers, ça veut dire que l'univers semble le même dans toutes les directions. C'est-à-dire, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, la constitution, la densité de l'univers semble assez identique. Et même chose pour le rayonnement micro-ondes, quelle que soit la direction dans laquelle on mesure le rayonnement micro-ondes, la quantité de rayonnement est très bonne approximation près la même.
Alors, c'était difficile à expliquer parce qu'on pouvait difficilement voir comment ça se fait que les choses étaient si homogènes alors qu'elles n'avaient jamais vraiment été en contact, qu'elles n'étaient pas en contact depuis le tout début de l'univers. On avait de la difficulté à expliquer aussi pourquoi, ça c'est un peu plus technique, pourquoi l'univers a essentiellement une courbure spatiale nulle. Enfin, ça, c'est pourquoi la solution de la relativité générale qui s'applique à notre univers est une solution de courbure spatiale nulle. Ça aussi, c'est assez difficile à expliquer parce que normalement, les chances sont qu'avec un Big Bang typique, on n'arriverait pas à une courbure nulle, on arriverait à une courbure positive ou négative, mais pas nulle. Alors là, il y a une hypothèse au départ qui a été proposée pour résoudre ces deux problèmes-là, et c'est l'hypothèse qu'on appelle l'inflation. Ça a été proposé en 1980. Il y avait une forte inflation économique en 1980, c'est un petit peu la raison pour laquelle on a appelé cette hypothèse-là. L'hypothèse d'inflation, c'est que à une période très très tôt après le Big Bang, c'est vraiment des fractions de secondes, il y aurait eu une période où il y aurait eu une croissance exponentielle de la dimension de l'univers en une très très petite période de temps, ce qui fait qu'essentiellement, l'univers qu'on voit aujourd'hui viendrait une toute petite fraction de ce qu'était l'univers au tout début, et donc ce qui expliquerait que, effectivement, ce qu'on voit soit largement homogène, largement de courbure nulle. Alors, cette hypothèse-là, au départ, c'est une hypothèse qui est largement ad hoc, c'est-à-dire qui est faite pour expliquer des problèmes précis, mais un petit peu comme l'hypothèse du Big Bang au tout début, elle a, au fil des ans, donné lieu à des conséquences qui, elles aussi, ont pu être mesurables. Et là, je ne peux pas vraiment entrer dans beaucoup de détails, mais je dirais que la principale conséquence mesurable, ça vient des mesures précises, justement, du fameux rayonnement micro-ondes. Alors, le rayonnement micro-ondes qu'on observe partout dans l'univers, qui est à une température d'environ 2,7 degrés Kelvin, ce rayonnement-là, comme je vous l'ai dit, il est à très bonne approximation près isotrope, mais il y a de petites inhomogénéités ou de petites anisotropies qui sont maintenant mesurables. Il y a 3 satellites au fil des ans, dans les années 90, début 2000, milieu 2000, qui ont été lancés. Le satellite COBE pour Cosmic Background Explorer, le satellite WMAP et le satellite Planck, qui ont mesuré les anisotropies du rayonnement micro-ondes. Les anisotropies, c'est très petit, c'est une partie dans 100 000 essentiellement. C'est-à-dire que si vous regardez, mettons, dans une direction donnée, la quantité d'énergie micro-ondes qui vous arrive est la même que celle qui vous arrive d'une autre direction, avec peut-être une différence de une partie dans 100 000. Mais cette partie dans 100 000-là, elle est maintenant très mesurable. Et sa distribution angulaire est largement en accord avec les prédictions que fait la théorie de l'inflation. La théorie de l'inflation aussi prédit que dans les fractions de secondes du début de l'univers, il y aurait des fluctuations d'origine quantique qui donneraient lieu à des variations de pression très très tôt dans l'univers, et que c'est ces variations de pression-là, et variations de densité, qui seraient à l'origine de ce que sont aujourd'hui les galaxies. Alors encore là, la distribution actuelle des galaxies est relativement en bon accord avec les prédictions que fait l'inflation. L'inflation, donc, elle aussi, à l'époque, à l'origine, c'était une hypothèse qui était très spéculative. Ça l'est encore, il n'y a aucun doute que c'est encore spéculatif, mais ça donne quand même lieu à des prédictions qui sont aujourd'hui vérifiées avec une précision de plus en plus remarquable. J'aurais un certain nombre d'autres choses dont je pourrais parler. Je vais conclure en parlant, en disant une autre découverte importante qui a été faite à la toute fin du 20e siècle, qui est venue de façon totalement inattendue. Donc, le Big Bang nous dit que l'univers s'agrandit, donc que l'univers est en expansion, mais en 1997, on a observé que cette expansion-là s'accélère. Ça, c'était complètement inattendu parce que, étant donné que toutes les galaxies dans l'univers s'attirent, on aurait pensé que l'expansion diminuerait, c'est-à-dire que l'univers continuerait en expansion, mais de moins en moins vite. Alors que, depuis 1997, on sait que l'univers est en expansion de plus en plus rapide. Alors ça, c'est... donc, il y a
on ne sait pas vraiment comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'on a plusieurs explications sur lesquelles on ne s'est pas véritablement entendu, mais une explication en particulier, c'est cette fameuse constante cosmologique d'Einstein qui pourrait donner lieu à une force à grande échelle de nature répulsive qui expliquerait donc l'accélération de l'expansion de l'univers. Et cette force-là est associée à une énergie qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler de l'énergie sombre, là, qui semble-t-il compterait pour entre 70 et 60, à peu près 70 de l'énergie de l'univers. Alors ça, c'est venu de façon assez inattendue, mais c'est quelque chose qui est aussi de plus en plus confirmé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc, notre vue de l'univers, c'est que c'est certainement un univers en expansion. Ça semble que c'est une expansion qui s'accélère. Et il semble que toute la matière visible ne compte que pour une petite fraction de l'énergie totale de l'univers. Parce que je vous ai parlé de l'énergie sombre qui compte pour à peu près 70%. Il y a une matière qu'on appelle la matière sombre, dont on pense qu'elle existe pour différentes raisons indirectes, mais qui compterait, elle, pour à peu près 25% de l'énergie totale de l'univers, et il ne reste qu'à peu près 5% pour toute la matière visible qui est justement visible dans les étoiles et les galaxies. Alors donc, l'univers, semble-t-il, on a encore énormément de choses à apprendre sur l'univers parce que 95% de sa constitution, on ne sait pas véritablement ce que c'est. Mais ce dont on peut dire cependant, c'est que l'astrophysique est devenue depuis quelques décennies très quantitative. Les mesures sont de plus en plus précises et je suis persuadé que dans les décennies qui viennent, on va avoir beaucoup à apprendre encore sur l'évolution de la constitution de l'univers. Alors je m'arrête là.